Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et profitez de cette histoire. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous porter par le récit d'une terre qui a donné naissance à la civilisation occidentale, qui a brillé de mille feux pendant la Renaissance et qui a mis des siècles à comprendre qu'elle était une nation. Imaginez un pays qui a été le centre du monde pendant 1000 ans, puis qui a disparu pendant 1000 autres. Une péninsule où chaque ville se considérait comme une civilisation à part entière, où Florence méprisait Sienne, où Venise ne parlait pas à Gênes, où Rome régnait sur les âmes, mais pas sur les corps. Comment cette mosaïque de républiques maritimes, de duchés, de royaumes étrangers et d'États pontificaux a-t-elle pu se transformer en une nation? Comment l'Italie, terre de César et de Dante, de Michel-Ange et de Machiavel, a-t-elle attendu jusqu'en 1861 pour devenir elle-même? Et pourquoi, même aujourd'hui, un Napolitain et un Milanais se demandent-ils parfois s'ils appartiennent vraiment au même pays? La réponse à ces questions commence dans la brume des légendes, au 8e siècle avant notre ère, sur 7 collines dominant un fleuve boueux appelé le Tibre. Selon le mythe, 2 jumeaux abandonnés, Romulus et Remus, furent allaités par une louve. Romulus tua son frère lors d'une dispute sur l'emplacement de la future ville et traça un sillon autour du Palatin pour marquer les frontières sacrées de Rome. C'était le 21 avril de l'an 753 avant notre ère, si l'on croit la tradition. La violence marquait donc la naissance de Rome dès son premier jour, une violence qui ne la quitterait jamais vraiment. Mais au-delà du mythe, que savons-nous vraiment? Les fouilles archéologiques révèlent des habitations primitives sur ces collines dès le Xe siècle avant notre ère. Des bergers latins vivaient là, élevant moutons et chèvres, cultivant quelques parcelles de terre ingrates. Au nord, en Étrurie, une civilisation raffinée s'épanouissait, avec ses fresques colorées montrant des banquets joyeux, ses bijoux élaborés en or et en bronze, ses techniques métallurgiques avancées qui faisaient l'admiration du monde antique. Les Étrusques dominaient le commerce en mer Tyrrhénienne. Ils construisaient des temples imposants, organisaient des jeux sanglants, pratiquaient la divination en examinant les entrailles des animaux sacrifiés, croyant y lire l'avenir. Rome, à ses débuts, n'était qu'un village parmi d'autres stratégiquement situé là où le Tibre pouvait être traversé à gué, au carrefour de routes commerciales liant le nord et le sud de la péninsule italique. Les Étrusques finirent par dominer Rome et des rois étrusques régnèrent sur la ville naissante pendant plus d'1 siècle. Ils asséchèrent les marais stagnants entre les collines, créant le Forum, place centrale qui deviendrait le cœur politique et religieux de Rome pour les siècles à venir. Ils construisirent des égouts, dont la Cloaca Maxima, qui fonctionne encore aujourd'hui, des temples magnifiques aux colonnes peintes, des fortifications massives. Rome apprenait de ses maîtres étrusques les arts de la civilisation urbaine. En 509 avant notre ère, selon la tradition transmise par les historiens romains, les Romains chassèrent leur dernier roi, Tarquin le Superbe, un tyran arrogant dont le fils avait violé Lucrèce, noble dame romaine qui se suicida de honte après avoir révélé le crime à son mari et à son père. De ce moment traumatique naquit la République romaine fondée sur une haine viscérale de la royauté, sur la conviction profondément ancrée que le pouvoir d'un seul homme menait inévitablement à la corruption, à la tyrannie, à l'oppression du peuple. Les Romains créèrent un système complexe de magistrature, de contre-pouvoirs, d'équilibres institutionnels minutieusement calibrés et destinés à empêcher qu'aucun individu ne devienne trop puissant.
2 consuls élus pour un an seulement gouvernaient conjointement, chacun ayant un droit de veto absolu sur l'autre, garantissant qu'aucune décision importante ne pouvait être prise unilatéralement. Le Sénat, assemblée vénérable composée des anciens magistrats et des représentants des grandes familles patriciennes, conseillait et orientait la politique étrangère et intérieure avec une autorité morale considérable. Les tribuns de la plèbe, magistrats créés après des siècles de conflits acharnés entre patriciens privilégiés et plébéiens opprimés, protégeaient les intérêts du peuple commun et possédaient le pouvoir sacré d'interrompre toute action gouvernementale par leur veto. Ce système était chaotique, souvent conflictuel, parfois complètement paralysé par ses propres contradictions et ses rivalités internes. Mais il fonctionnait avec ses imperfections et ses crises, et il allait porter Rome vers des sommets absolument inimaginables pour un modeste État-cité du Latium. La République naissante ne ressemblait en rien à l'empire futur qui dominerait le monde connu. C'était un État-cité comme tant d'autres en Méditerranée, contrôlant à peine le territoire agricole autour de ses murs défensifs. Les Romains passaient leur temps à se battre contre leurs voisins immédiats, les autres tribus latines, les Volsques des montagnes, les Èques belliqueux, les Sabins des collines. Mais les Romains possédaient quelque chose d'unique, une caractéristique qui les distinguait radicalement de tous leurs contemporains, une capacité extraordinaire à intégrer les peuples vaincus dans leur propre système politique et social. Contrairement aux Grecs, qui considéraient les non-Grecs comme des barbares irrémédiablement inférieurs et incapables de civilisation, Rome offrait aux vaincus un chemin progressif vers la citoyenneté, vers l'égalité juridique, vers la participation politique. Les alliés italiens fournissaient des troupes aux légions romaines en nombre égal ou supérieur aux citoyens romains eux-mêmes et, en échange, partageaient les bénéfices matériels de la conquête, les terres confisquées aux ennemis, le butin des victoires. Cette générosité calculée, cette intelligence politique pragmatique, permit à Rome de mobiliser des ressources humaines absolument massives pour l'époque. Quand Rome affrontait un ennemi, elle pouvait perdre bataille après bataille, armée après armée entièrement anéantie, et continuer imperturbablement à lever de nouvelles légions, à enrôler de nouveaux soldats. Ses adversaires, même victorieux sur le champ de bataille, finissaient inexorablement épuisés par cette guerre d'attrition. Ce fut exactement le cas lors des guerres samnites, conflits brutaux qui durèrent des décennies entières au IVe et IIIe siècle avant notre ère, au cours desquels Rome conquit progressivement et méthodiquement les montagnes âpres du centre de l'Italie, soumettant les féroces guerriers samnites. Ce fut encore plus évidemment le cas lors des guerres puniques contre Carthage, le conflit qui déterminerait le destin de la Méditerranée occidentale. Carthage, cité phénicienne établie sur la côte nord-africaine près de l'actuel Tunis, dominait absolument le commerce en Méditerranée occidentale depuis des siècles. Elle contrôlait la Sicile occidentale, la Sardaigne montagneuse, la Corse sauvage, l'Espagne méridionale riche en mines d'argent et de cuivre. Ses flottes innombrables sillonnaient la mer, transportant marchandises précieuses et esclaves. Ces marchands habiles accumulaient des richesses absolument fabuleuses, construisant dans leurs villes des palais somptueux. Quand Rome et Carthage entrèrent en conflit pour le contrôle de la Sicile stratégique en 264 avant notre ère, personne parmi les observateurs contemporains ne pouvait prédire que cette guerre initiale durerait plus d'un siècle au total, à travers 3 conflits successifs, et déterminerait définitivement
qui dominerait le monde méditerranéen pour les siècles à venir. La première guerre punique se déroula principalement en mer, domaine où Rome était complètement novice, n'ayant jamais possédé de flotte digne de ce nom. Les Romains, peuple de paysans soldats, ne connaissaient rien à la navigation, aux batailles navales, aux manœuvres compliquées des trirèmes. Mais avec leur pragmatisme et leur détermination caractéristique, ils construisirent des flottes entières en copiant minutieusement un navire carthaginois de guerre échoué sur leurs côtes. Ils inventèrent le Corvus, passerelle mobile équipée de crochets permettant de s'accrocher aux navires ennemis et de transformer les batailles navales en combats d'infanterie rapprochés, domaine où les Proastici, légionnaires romains, excellaient absolument. Après 23 longues années de guerre d'usure épuisante, après d'innombrables batailles et plusieurs flottes entières coulées dans des tempêtes catastrophiques, Rome finit par vaincre. Carthage perdit la Sicile, devenue la première province romaine hors d'Italie, dut payer une énorme indemnité de guerre qui saignait son économie. Mais elle n'était absolument pas détruite, seulement humiliée et affaiblie temporairement. Un jeune général carthaginois nommé Hannibal Barca, fils d'Hamilcar, qui avait combattu Rome avec acharnement pendant la Première Guerre et ne lui avait jamais pardonné, jura devant les autels de ses dieux une haine éternelle et implacable à Rome. Son père lui avait fait prêter ce serment alors qu'il n'était encore qu'un enfant de 9 ans. En 218 avant notre ère, Hannibal quitta l'Espagne carthaginoise avec une armée cosmopolite de 40 000 hommes comprenant des éléphants de guerre africains, traversa les Pyrénées enneigées en combattant les tribus ibériques, remonta la vallée du Rhône en évitant les Gaulois hostiles, franchit les Alpes en plein hiver dans des conditions absolument épouvantables. La moitié de son armée périt dans la neige épaisse et les avalanches meurtrières, les hommes gelant la nuit, les éléphants tombant dans des précipices. Mais quand il descendit finalement en Italie du Nord, il commandait encore une force redoutable, immédiatement renforcée par des milliers de Gaulois cisalpins hostiles à la domination romaine et avides de vengeance. Pendant 15 longues années, qui semblèrent interminables aux Romains, Hannibal ravagea l'Italie de long en large, remportant victoire écrasante après victoire écrasante contre toutes les armées que Rome envoyait contre lui. Au lac Trasimène, dans la brume matinale, il anéantit une armée consulaire entière dans une embuscade parfaitement préparée, massacrant 15 000 légionnaires pris au piège entre le lac et les collines. À Cannes, en Apulie, en 216 avant notre ère, il réalisa son chef-d'œuvre tactique, encerclant et massacrant systématiquement entre 50 000 et 70 000 légionnaires romains dans la plus grande défaite militaire de toute l'histoire de Rome, un désastre qui aurait dû logiquement détruire la République. Le Sénat romain aurait dû peut-être négocier la paix avec Hannibal victorieux. Mais les Romains, avec leur orgueil inflexible et leur détermination butée, refusèrent absolument de traiter avec un ennemi présent sur leur sol sacré. Ils levèrent obstinément de nouvelles armées en libérant des esclaves et en armant des adolescents, adoptèrent une stratégie prudente d'usure inspirée par Fabius Maximus le temporisateur, évitant soigneusement les batailles rangées où Hannibal excellait, harcelant constamment les Carthaginois, coupant leurs lignes de ravitaillement, épuisant lentement leur armée. Finalement, après plus d'une décennie de cette guerre d'usure épuisante pour les deux camps, Rome porta audacieusement la guerre directement en Afrique, menaçant Carthage elle-même. Scipion, jeune général brillant qui avait minutieusement étudié les tactiques d'Hannibal et appris de ses victoires, débarqua avec ses légions près de Carthage,
dévastant les riches campagnes environnantes. Hannibal fut rappelé d'urgence d'Italie pour défendre sa patrie menacée. En 202 avant notre ère, à Zama, dans le désert africain, Scipion vainquit définitivement Hannibal en utilisant brillamment ses propres méthodes tactiques contre lui, retournant contre le maître ses innovations. Carthage capitula, écrasé et humilié, perdit absolument tous ses territoires, sauf la ville elle-même, réduite à son enceinte fortifiée, dut payer une indemnité écrasante étalée sur 50 ans et livrer tous ses éléphants de guerre et sa flotte. Rome dominait désormais incontestablement la Méditerranée occidentale. Mais Rome ne s'arrêta absolument pas là, grisée par ses victoires et poussée par son appétit de conquête. Les légions invincibles conquirent successivement la Macédoine, berceau d'Alexandre le Grand, la Grèce antique elle-même, malgré ses protestations d'allégeance, l'Asie mineure riche et civilisée, la Syrie séleucide affaiblie. Partout, les royaumes hellénistiques tombèrent les uns après les autres comme des dominos. En 146 avant notre ère, Rome détruisit complètement et méthodiquement Carthage, qui s'était légèrement relevé économiquement, massacrant froidement ou vendant en esclavage absolument tous ses habitants sans exception, rasant systématiquement tous les bâtiments, salant symboliquement la terre pour qu'elle ne renaisse jamais de ses cendres. La même année exactement, Rome rasa également Corinthe, perle de la Grèce, pour punir exemplairement une révolte grecque contre la domination romaine. Le message envoyé au monde était absolument clair et terrifiant. Rome était la puissance suprême incontestée, et la résistance à sa volonté menait inexorablement à l'anéantissement total et définitif. Cette expansion fulgurante et continue bouleversa Rome profondément de l'intérieur, transformant radicalement sa société et ses institutions. Les généraux victorieux revenaient de leurs campagnes immensément riches, couverts de gloire, à la tête d'armées professionnelles qui leur étaient désormais personnellement loyales plutôt qu'à l'État abstrait. Les esclaves de guerre affluaient à Rome par centaines de milliers, des Grecs cultivés aux Gaulois robustes, ruinant progressivement les petits paysans italiens qui ne pouvaient absolument pas concurrencer économiquement les grandes exploitations agricoles esclavagistes, les latifundia qui s'étendaient sur des milliers d'hectares. Les inégalités économiques se creusaient vertigineusement entre une aristocratie sénatoriale immensément riche et une plèbe urbaine de plus en plus pauvre. La classe moyenne paysanne, qui avait historiquement fait la force militaire des légions, se prolétarisait rapidement, migrant désespérément vers Rome où elle formait une masse urbaine pauvre, instable, potentiellement dangereuse, facilement manipulable par des démagogues habiles. Les frères Gracques, Tiberius puis Caius, tribuns de la plèbe idéaliste et sincèrement préoccupés par la justice sociale, tentèrent courageusement des réformes agraires ambitieuses pour redistribuer les terres publiques monopolisées par les riches aux pauvres déshérités. Ils furent successivement assassinés par des sénateurs conservateurs terrifiés par la perspective de changements sociaux radicaux qui menaceraient leurs privilèges et leurs fortunes. Leur mort violente marqua tragiquement le début d'un siècle entier de guerres civiles sanglantes qui déchireraient Rome, opposant factions politiques et généraux ambitieux. Des généraux sans scrupules, Marius le populiste et Sylla le conservateur, Jules César le révolutionnaire et Pompée le conservateur, Marc-Antoine l'oriental et Octave le calculateur s'affronteraient impitoyablement pour le pouvoir suprême, utilisant cyniquement leurs légions comme outil politique personnel, inondant régulièrement Rome de sang romain dans des proscriptions et des massacres politiques.
Jules César, aristocrate brillant et cultivé, orateur absolument talentueux, capable de subjuguer les foules, général de génie tactique et stratégique, conquit méthodiquement la Gaule entière en 8 ans de campagne brutale et efficace de 58 à 50 avant notre ère. Il soumit impitoyablement des centaines de tribus gauloises, détruisit systématiquement des dizaines de villes fortifiées, vendit froidement en esclavage près d'1 million de Gaulois selon ses propres estimations. Ses commentaires sur la guerre des Gaules, chef-d'œuvre littéraire rédigé avec une élégance trompeuse à la 3e personne, présentait habilement ses massacres systématiques et ses génocides comme une mission civilisatrice nécessaire, apportant la paix romaine et la civilisation aux barbares. Rome apprenait déjà magistralement l'art subtil de la propagande et de la justification idéologique de l'impérialisme. Quand le Sénat conservateur, de plus en plus effrayé par la popularité immense et le pouvoir militaire écrasant de César auprès de ses légions dévouées, lui ordonna fermement de dissoudre immédiatement ses armées et de rentrer à Rome en simple citoyen privé désarmé, César choisit délibérément la guerre civile plutôt que l'obéissance et l'humiliation. En 49 avant notre ère, dans la nuit du 10 au 11 janvier, il franchit illégalement le Rubicon, petite rivière insignifiante marquant la frontière administrative entre la Gaule cisalpine et l'Italie proprement dite, avec ses légions en armes. Alea iacta est, le sort en est jeté, aurait-il déclaré dramatiquement selon la tradition. Il ne pouvait absolument plus reculer désormais. C'était nécessairement la victoire totale ou la mort ignominieuse. César vainquit successivement Pompée, son ancien allié, devenu rival, et ses alliés sénatoriens dans toute la Méditerranée, devint dictateur perpétuel de Rome, entreprit méthodiquement des réformes administratives, sociales et calendaires ambitieuses. Mais les idéaux républicains millénaires n'étaient absolument pas morts chez certains sénateurs nostalgiques. Le 15 mars 44 avant notre ère, aux ides de Mars devenu célèbre, Brutus le fils adoptif, Cassius le cynique et une vingtaine de sénateurs conspirateurs assassinèrent sauvagement César en plein Sénat au pied de la statue de Pompée, le poignardant 23 fois avec leurs dagues dissimulées. Ils croyaient sincèrement sauver la République mourante de la tyrannie. Ils déclenchèrent en réalité une nouvelle guerre civile encore plus sanglante qui l'acheva définitivement et irrévocablement. Octave, fils adoptif et héritier de César selon son testament, jeune homme de 18 ans apparemment fragile, mais intérieurement calculateur et impitoyable, s'allia temporairement et stratégiquement avec Marc-Antoine, le lieutenant fidèle de César, et Lépide le médiocre dans le second triumvirat officiel. Ils proscrivirent méthodiquement leurs ennemis politiques réels ou imaginaires, confisquant systématiquement leurs biens considérables, autorisant légalement leur assassinat par des tueurs professionnels. Cicéron, le plus grand orateur de Rome, défenseur éloquent et passionné de la République agonisante, fut sauvagement décapité sur ordre d'Antoine qui haïssait ses discours. Sa tête et ses mains qui avaient écrit contre Antoine furent cloués au rostre du forum, avertissement sanglant et visible à tous ceux qui oseraient s'opposer verbalement ou physiquement aux nouveaux maîtres absolus de Rome. Après avoir systématiquement éliminé les républicains nostalgiques dans des batailles sanglantes, les triumvirs se retournèrent inévitablement l'un contre l'autre selon la logique implacable du pouvoir absolu. Antoine s'allia politiquement et sentimentalement avec Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, descendante grecque des Ptolémées, femme intelligente et cultivée, mais diabolisée par la propagande romaine.
Leurs romances scandalisaient profondément Rome conservatrice, où l'on murmurait avec horreur qu'Antoine avait été ensorcelé magiquement par cette reine orientale décadente, qu'il trahissait honteusement Rome et ses traditions pour elle, qu'il comptait transférer la capitale de l'Empire à Alexandrie. Octave exploita habilement et systématiquement ces rumeurs et ces préjugés anti-orientaux, présentant astucieusement le conflit fratricide non comme une énième guerre civile sanglante entre Romains ambitieux, mais comme une guerre patriotique et nécessaire contre l'Égypte décadente et menaçante. En 31 avant notre ère, à Actium, au large de la Grèce occidentale, les flottes navales d'Octave commandées par Agrippa vainquirent décisivement celles d'Antoine et Cléopâtre dans une bataille confuse. Les amants vaincus et désespérés s'enfuirent précipitamment en Égypte avec les restes de leur flotte, où ils se suicidèrent l'année suivante, alors qu'Octave assiégeait Alexandrie, Antoine se jetant sur son épée et Cléopâtre se laissant mordre par un aspic, selon la légende. Octave annexa froidement l'Égypte, dernière grande monarchie hellénistique indépendante, la transformant en province impériale, s'empara méthodiquement de ces fabuleux trésors accumulés par les Ptolémées. Il était maintenant absolument seul maître incontesté de Rome et de tous ces immenses territoires méditerranéens. Mais, contrairement à César, son père adoptif, il comprit intelligemment qu'il ne devait surtout pas paraître roi ou dictateur ouvertement. Les Romains haïssaient toujours viscéralement et traditionnellement la royauté depuis la fondation mythique de la République. Octave restaura formellement et ostensiblement la République en 27 avant notre ère, rendant théâtralement ses pouvoirs extraordinaires au Sénat et au peuple de Rome dans un discours soigneusement préparé. Mais dans les faits concrets et quotidiens, il accumulait progressivement et discrètement magistratures et honneurs, contrôlait absolument l'armée professionnelle qui lui était personnellement dévouée, dirigeait effectivement la politique étrangère, nommait les gouverneurs provinciaux. Le Sénat reconnaissant lui conféra solennellement le titre honorifique d'Auguste, le Vénérable, en 27 avant notre ère. Auguste, comme on l'appellerait désormais respectueusement jusqu'à sa mort, avait brillamment créé un système politique entièrement nouveau et durable. Le Principat, une monarchie absolue déguisée habilement en république formellement restaurée. L'empereur était officiellement et publiquement le premier des citoyens, primus inter pares, mais en réalité concrète et incontestable, il était le souverain absolu contrôlant armée, finances et politique. Auguste régna paisiblement 41 ans jusqu'à sa mort naturelle en 14 de notre ère, à l'âge respectable de 76 ans. Ces 4 décennies apportèrent miraculeusement la paix civile après un siècle de guerre, la prospérité économique retrouvée, une explosion culturelle extraordinaire qu'Auguste encourageait systématiquement. Virgile écrivit l'Énéide, épopée nationale magnifique, glorifiant Rome et sa prétendue mission civilisatrice divine. Horace composa des odes raffinées célébrant la grandeur augustéenne et les vertus romaines traditionnelles. Ovide, avant d'être mystérieusement exilé pour des raisons jamais complètement élucidées, écrivit les Métamorphoses, recueil mythologique fascinant. L'architecture romaine atteignit des sommets techniques et esthétiques. Temples magnifiques au forum, aqueducs monumentaux apportant l'eau pure, routes pavées soigneusement reliant toutes les provinces lointaines. L'Empire romain, à son apogée territorial, au IIe siècle de notre ère sous les Antonins, s'étendait vertigineusement de l'Écosse brumeuse au Sahara désertique, de l'Atlantique orageux à l'Euphrate oriental. 100 millions d'êtres humains approximativement
vivaient sous la loi romaine uniforme. Les légions disciplinées gardaient vigilamment les frontières contre les barbares. Les marchands circulaient librement et en sécurité sur des routes impeccablement entretenues. Les villes se multipliaient partout avec leurs forums animés, leurs thermes luxueux, leurs théâtres grandioses, leurs amphithéâtres sanglants. Le latin se répandait irrésistiblement comme langue administrative universelle et culturelle dominante. Le droit romain sophistiqué organisait rationnellement les relations sociales et économiques. La pax romana, la paix romaine imposée par la force, semblait éternelle et inébranlable aux contemporains béatement satisfaits. Pourtant, sous cette façade impressionnante de stabilité et de prospérité, des fissures inquiétantes apparaissaient déjà pour les observateurs perspicaces. L'économie impériale reposait fondamentalement et structurellement sur l'esclavage massif et le pillage systématique des provinces conquises. Quand les conquêtes territoriales cessèrent nécessairement après Trajan, les sources régulières d'esclaves nouveaux et de butin frais se tarirent progressivement. Les empereurs successifs dévaluaient régulièrement la monnaie d'argent pour financer l'armée permanente coûteuse et la bureaucratie tentaculaire, provoquant mécaniquement l'inflation destructrice. Les épidémies dévastatrices décimaient périodiquement la population urbaine entassée. La peste antonine, au IIe siècle, tua peut-être 5 millions de personnes à travers l'Empire entier. Les invasions barbares de plus en plus massives se multipliaient dangereusement aux frontières du Rhin et du Danube. Au IIIe siècle chaotique, l'Empire sombra brutalement dans l'anarchie militaire totale. En 50 ans catastrophiques, plus de 50 empereurs éphémères se succédèrent frénétiquement, la plupart assassinés violemment par leurs propres soldats mutins ou des rivaux ambitieux après des règnes de quelques mois. Les provinces lointaines se révoltaient régulièrement, formant des empires séparatistes éphémères, en Gaule et en Orient. Les Perses sassanides agressifs envahissaient périodiquement l'Orient romain, capturant même un empereur romain humilié. Les Goths germaniques franchissaient massivement le Danube, pillant les Balkans. L'Empire semblait réellement au bord de la désintégration totale et définitive. Seuls quelques empereurs énergiques et compétents, comme Aurélien le restaurateur du monde, parvinrent temporairement à restaurer l'unité impériale par la force militaire. Dioclétien, empereur autoritaire de 284 à 305, réorganisa radicalement et systématiquement l'Empire chancelant. Il le divisa administrativement en deux parties géographiques, Orient et Occident, chacune gouvernée par un Auguste, assisté d'un César subordonné. Cette tétrarchie complexe visait explicitement à assurer une succession pacifique et ordonnée et une défense militaire efficace des frontières menacées. Il multiplia considérablement les légions, restructura profondément l'administration provinciale, réforma drastiquement la fiscalité écrasante. Il persécuta également violemment et systématiquement les chrétiens de plus en plus nombreux, voyant correctement dans cette religion exclusive et prosélyte une menace potentielle pour la cohésion idéologique impériale traditionnellement polythéiste. Mais son successeur Constantin prit audacieusement le chemin exactement inverse avec des conséquences historiques incalculables. En 313, par l'édit révolutionnaire de Milan, il accorda généreusement la liberté complète de culte aux chrétiens précédemment persécutés. Selon la légende hagiographique chrétienne, avant la bataille décisive du pont Milvius en 312 contre son rival Maxence, il aurait eu miraculeusement une vision céleste d'une croix lumineuse dans le ciel
avec l'inscription prophétique « Par ce signe, tu vaincras ». Constantin se convertit personnellement au christianisme, ou du moins s'en déclara publiquement protecteur officiel et mécène généreux. Il fit progressivement du christianisme la religion ouvertement favorisée de l'Empire, construisit des basiliques chrétiennes monumentales à Rome et Jérusalem, convoqua autoritairement le concile œcuménique de Nicée en 325 pour définir dogmatiquement l'orthodoxie théologique et condamner les hérésies. Cette conversion impériale spectaculaire eut des conséquences absolument incalculables pour l'histoire occidentale entière. Le christianisme, religion marginale d'une secte juive obscure périodiquement persécutée, devint rapidement la foi officielle de l'Empire tout-puissant. Les temples païens antiques furent progressivement abandonnés par les fidèles, puis administrativement fermés, puis physiquement détruits par des moines fanatiques. Les cultes ancestraux millénaires qui avaient religieusement accompagné Rome depuis sa fondation légendaire furent définitivement interdits par l'empereur Théodose. Une civilisation entière basculait idéologiquement, ses valeurs traditionnelles se transformaient radicalement et irréversiblement. L'empereur Julien, au IVe siècle, tenta courageusement mais vainement de restaurer le paganisme mourant, mais il mourut prématurément après seulement 2 ans de règne. Le christianisme avait définitivement et irréversiblement gagné la bataille idéologique. Constantin fonda aussi symboliquement une nouvelle capitale impériale, Constantinople, la ville de Constantin, sur le site stratégique de l'ancienne Byzance grecque, au carrefour géographique de l'Europe et de l'Asie, contrôlant le Bosphore. Cette ville magnifique et imprenable derrière ses murailles colossales à triple enceinte deviendrait rapidement le centre de gravité politique et économique de l'Empire. Rome elle-même déclinait inexorablement, perdant régulièrement population et importance politique réelle. Les empereurs résidaient désormais à Milan, à Ravenne marécageuse, à Trèves germanique, très rarement à Rome désertée. La ville éternelle cessait paradoxalement d'être le cœur battant de l'empire colossal qu'elle avait laborieusement créé pendant des siècles. En 395, l'empereur Théodose divisa définitivement et administrativement l'empire entre ses 2 fils Arcadius et Honorius. L'empire d'Orient, avec Constantinople pour capitale resplendissante, prospérerait miraculeusement encore 1000 ans exactement, préservant la culture gréco-romaine. Mais l'Empire d'Occident, structurellement affaibli, militairement envahi, économiquement ruiné, s'effondrait rapidement et irrémédiablement. En 410, les Wisigoths germaniques d'Alaric saccagèrent Rome pendant 3 jours, pillant systématiquement. C'était la première fois depuis 800 ans qu'une armée ennemie barbare pénétrait victorieusement dans la ville jadis inviolable. Le choc psychologique fut absolument immense et traumatisant dans tout l'Empire, ébranlant la confiance millénaire en l'éternité de Rome. Les décennies suivantes catastrophiques virent l'Occident se fragmenter complètement et définitivement. Les Vandales germaniques conquirent rapidement l'Afrique du Nord, grenier vital de Rome. Les Wisigoths s'établirent durablement en Espagne, créant un royaume. Les Francs contrôlaient progressivement la Gaule entière. Les Angles et les Saxons envahissaient massivement la Bretagne romaine. L'Italie elle-même était ravagée successivement par des vagues dévastatrices d'invasions barbares. En 452, Attila et ses Huns terrifiants déferlèrent sauvagement sur la péninsule. Selon la tradition chrétienne, le pape Léon Ier les rencontra courageusement
et les convainquit miraculeusement de se retirer, sauvant Rome du pillage total. En 476, Romulus Augustule, dernier empereur fantoche d'Occident, adolescent insignifiant, fut déposé sans cérémonie par Odoacre, chef de guerre germanique pragmatique. Odoacre ne prit significativement pas le titre prestigieux d'empereur, se contentant modestement de celui de roi d'Italie. Il renvoya cérémonieusement les insignes impériaux sacrés à Constantinople, reconnaissant formellement l'empereur d'Orient comme seul souverain légitime de l'Empire unifié. L'Empire romain d'Occident avait officiellement cessé d'exister juridiquement. 12 siècles après la fondation légendaire de Rome par Romulus, l'Empire tombait définitivement, ou plutôt, il se transformait graduellement en quelque chose d'entièrement autre, un monde médiéval fragmenté. L'Italie post-romaine devint rapidement un patchwork complexe de royaumes barbares superposés, de villes semi-autonomes résilientes, de territoires contrôlés nominalement par Constantinople lointaine. Les Ostrogoths, sous le roi intelligent Théodoric, gouvernèrent relativement pacifiquement l'Italie de 493 à 553, établissant leur capitale à Ravenne magnifique. Théodoric, arien de religion mais remarquablement tolérant envers les catholiques majoritaires, tenta sincèrement de préserver la culture romaine raffinée tout en maintenant l'identité gothique distinctive de son peuple guerrier. C'était un équilibre extrêmement fragile, une tentative ambitieuse de synthèse harmonieuse entre deux mondes radicalement différents. Mais l'empereur byzantin Justinien, à Constantinople, rêvait obstinément de restaurer l'Empire romain, unifié dans toute sa gloire territoriale ancienne. En 535, il envoya son brillant général Bélisaire reconquérir militairement l'Italie occupée. La guerre sanglante qui s'ensuivit dura près de 20 longues années, dévasta complètement la péninsule italienne, dépeupla des régions entières par la famine et l'épidémie. Rome assiégée changea de main 6 fois successivement, fut systématiquement pillée, temporairement vidée de ses habitants terrifiés. Quand finalement Constantinople triompha difficilement, l'Italie était absolument ruinée, ses villes en grande partie détruites, sa population réduite peut-être d'un tiers. Et à peine Constantinople avait-elle péniblement reconquis l'Italie épuisée que de nouveaux envahisseurs germaniques apparurent. Les Lombards, peuple germanique païen puis arien, descendirent massivement en Italie du Nord en 568. Ils conquirent rapidement la plaine fertile du Pô, établissant leur royaume avec Pavie pour capitale. Ils créèrent aussi des duchés autonomes au centre et au sud, à Spolète et Bénévent. Constantinople conservait péniblement un contrôle précaire sur Rome, Ravenne, Naples et quelques zones côtières stratégiques. L'Italie était désormais définitivement divisée en 3, lombarde au nord, byzantine sur les côtes et pontificale au centre. La papauté émergeait progressivement comme force politique indépendante de plus en plus puissante. Les évêques de Rome, successeurs prétendus de Pierre selon la tradition chrétienne, avaient acquis une autorité morale absolument immense dans toute la chrétienté occidentale latine. Quand les empereurs byzantins iconoclastes adoptèrent l'iconoclasme théologique, interdisant rigoureusement les images religieuses, les papes résistèrent fermement et dogmatiquement. Quand les Lombards menaçaient militairement Rome, les papes appelaient désespérément à l'aide extérieure. Ne pouvant absolument pas compter sur Constantinople lointaine et préoccupée, ils se tournèrent stratégiquement vers les Francs puissants. En 754, le pape Étienne II traversa péniblement les Alpes pour rencontrer personnellement
Pépin le Bref, roi des Francs. Il le supplia dramatiquement de protéger militairement Rome contre les Lombards menaçants. En échange, il légitima religieusement l'usurpation récente de Pépin, qui avait audacieusement déposé les Mérovingiens décadents. Pépin descendit militairement en Italie, vainquit les Lombards et donna généreusement au pape les territoires stratégiques conquis. C'était la naissance historique des États pontificaux, territoires temporels où le pape régnait comme souverain politique absolu et pas seulement spirituel. Cette donation de Pépin façonnerait profondément l'histoire politique italienne pendant plus d'un millénaire entier. Le fils de Pépin, Charles, que l'histoire postérieure connaîtrait comme Charlemagne le Grand, acheva définitivement la conquête militaire du royaume lombard en 774. Le jour sacré de Noël de l'an 800, dans la basilique Saint-Pierre-Bondé, le pape Léon III couronna solennellement Charles empereur romain dans une cérémonie grandiose. C'était une résurrection hautement symbolique de l'Empire romain d'Occident disparu, mais sous direction franque-germanique et bénédiction papale chrétienne. L'Italie, ou du moins sa partie septentrionale, était désormais intégrée administrativement à l'Empire carolingien. Mais cet empire carolingien se désintégra rapidement après la mort de Charlemagne en 814. L'Italie redevint inexorablement une mosaïque politique extrêmement fragmentée. Au nord, des marquis et des comtes carolingiens se rendaient progressivement indépendants. Au centre, les États pontificaux s'étendaient territorialement. Au sud, des principautés lombardes survivaient précairement, bientôt conquises méthodiquement par les Normands, aventuriers vikings christianisés venus de Normandie française. En 1130, Roger II unifia militairement la Sicile et l'Italie méridionale dans un royaume normand remarquablement prospère et tolérant, où coexistaient pacifiquement chrétiens latins, grecs orthodoxes et musulmans arabes. Les villes italiennes du Nord connaissaient simultanément une renaissance économique et politique extraordinaire. Venise, cité unique, construite sur des îlots dans une lagune, échappait géographiquement aux invasions qui ravageaient périodiquement la terre ferme. Ces marchands entreprenants dominaient progressivement le commerce lucratif avec Constantinople et l'Orient fabuleux. Gênes, Pise, Amalfi devenaient des puissances maritimes rivales et jalouses. Milan, Florence, Sienne, Lucques se transformaient en centres manufacturiers textiles et bancaires florissants. Ces villes accumulaient rapidement richesse commerciale et pouvoir politique. Au XIe et XIIe siècle, ces cités dynamiques se libérèrent progressivement de la tutelle politique des évêques, des comtes, des empereurs lointains et impuissants. Elles formèrent des communes autonomes gouvernées par des magistrats élus annuellement, des conseils de citoyens influents. C'était une forme républicaine de gouvernement où les marchands enrichis et les artisans organisés en corporations puissantes prenaient collectivement les décisions politiques importantes. Certes, le pouvoir réel restait concentré aux mains d'une élite restreinte, mais c'était une élite économique méritocratique, pas une noblesse héréditaire traditionnelle de l'épée. L'empereur germanique prétendait toujours légalement régner sur l'Italie du Nord, héritier des Carolingiens et des Romains. Mais les villes italiennes résistaient farouchement et efficacement. Quand Frédéric Barberousse descendit en Italie pour affirmer militairement son autorité impériale, les communes formèrent la Ligue lombarde défensive. En 1176, à Legnano, les milices urbaines italiennes à pied vainquirent les chevaliers impériaux lourdement armés et montés.
C'était une victoire symbolique absolument immense. Des bourgeois marchant à pied avaient battu l'aristocratie guerrière montée. Cette victoire garantissait l'autonomie politique des communes italiennes pour les siècles suivants. Pendant les 2 siècles suivants, ces cités-États prospérèrent comme jamais auparavant. Leur population croissait exponentiellement, leurs murailles défensives s'étendaient en cercles successifs, leurs cathédrales gothiques s'élevaient toujours plus haut vers le ciel. Florence comptait peut-être 90 000 habitants au début du XIVe siècle, l'une des plus grandes villes d'Europe. Venise en comptait 100 000, Milan autant. Mais cette prospérité s'accompagnait de conflits incessants et épuisants. Les villes se battaient continuellement entre elles pour le contrôle du commerce, des routes, des territoires agricoles. Florence et Sienne s'affrontaient régulièrement dans des guerres sanglantes. Venise et Gênes se livrèrent des guerres navales acharnées pour dominer le commerce oriental lucratif. À l'intérieur même des villes, des factions politiques se déchiraient violemment. Les Guelfes soutenaient théoriquement le pape, les Gibelins l'empereur, mais souvent ces étiquettes idéologiques masquaient simplement des rivalités entre familles puissantes. Florence fut particulièrement déchirée par ces conflits factieux. Les grandes familles de banquiers et de marchands, les Médicis, les Pazzi, les Strozzi, les Albizzi, complotaient constamment les unes contre les autres. Les artisans et les petits commerçants, organisés en corporations puissantes, exigeaient leur part légitime du pouvoir politique. En 1378, les Ciompi, ouvriers de la laine au plus bas de l'échelle sociale, se révoltèrent violemment et établirent brièvement un gouvernement populaire radical. Mais les élites économiques reprirent rapidement le contrôle par la force. De ce chaos politique et social contradictoire émergea pourtant l'un des moments les plus extraordinaires de toute l'histoire humaine, la Renaissance italienne. Pourquoi précisément en Italie? Pourquoi exactement à ce moment historique? Les historiens débattent encore passionnément. Peut-être parce que la richesse commerciale massive créait une classe de mécènes cultivés capables de financer généreusement les arts. Peut-être parce que la fragmentation politique encourageait la compétition entre cours princières. Peut-être parce que les Italiens, vivant quotidiennement parmi les ruines romaines, n'avaient jamais vraiment complètement oublié l'Antiquité classique. La redécouverte systématique des textes grecs et latins antiques catalysa puissamment ce mouvement intellectuel. Des savants byzantins fuyant l'avance ottomane apportaient avec eux des manuscrits précieux de Platon, d'Aristote, des tragédies grecques. Les humanistes italiens dévoraient passionnément ces textes, apprenant le grec ancien, le latin classique cicéronien, pas le latin médiéval corrompu. Ils découvraient une vision du monde radicalement centrée sur l'homme, sur ses capacités infinies, sa dignité intrinsèque, sa raison autonome. L'humanisme était né. Pétrarque, au XIVe siècle, avait ouvert la voie, grimpant le mont Ventoux pour le simple plaisir esthétique de la vue panoramique, geste impensable au Moyen-Âge. Boccace écrivit le Décaméron, recueil de contes débordant de vie, de sensualité, d'ironie mordante envers l'Église corrompue. Dante, avant eux, avait composé la Divine Comédie en italien vernaculaire toscan, pas en latin savant, élevant la langue vulgaire au rang de langue littéraire légitime. Mais c'est à Florence, au XVe siècle, que la Renaissance atteignit son apogée culturel. La famille Médicis, arrivée au pouvoir par la Banque internationale et l'habileté politique, devint la dynastie la plus importante de la cité. Cosme de Médicis, dit Cosme l'Ancien, domina Florence de 1434 à 1464,
sans jamais occuper officiellement de charges politiques importantes. Il manipulait habilement les élections, distribuait stratégiquement des faveurs, exilait impitoyablement ses ennemis. Mais il patronnait aussi les arts avec une générosité absolument sans précédent. Cosme finança généreusement la reconstruction d'églises et de monastères. Il créa la première bibliothèque publique d'Europe. Il réunit autour de lui philosophes, artistes, poètes. L'Académie platonicienne, cercle intellectuel informel, débattait de métaphysique et de morale à sa table. Marcille Ficin traduisait Platon en latin. Pic de la Mirandole affirmait la dignité de l'homme dans son Oratio célèbre. Florence bourdonnait d'idées nouvelles. Le petit-fils de Cosme, Laurent le Magnifique, porta ce mécénat encore plus loin. Poète lui-même, il attirait à Florence les talents les plus brillants d'Italie. Michel-Ange sculpta pour lui. Botticelli peignit ses allégories néo-platoniciennes. Policien enseignait les lettres classiques. Florence, sous Laurent, était l'épicentre culturel de l'Europe, la ville où tout était possible, où le génie était reconnu et récompensé. Michel-Ange Buonarroti incarne peut-être mieux que quiconque le génie de la Renaissance. Sculpteur, peintre, architecte, poète, il excellait dans tous les domaines. Sa Pietà, sculptée à 24 ans, montrait une maîtrise technique parfaite et une profondeur émotionnelle bouleversante. Son David, colosse de marbre de plus de 5 mètres, symbolisait la fierté républicaine de Florence et la perfection du corps humain. Son plafond de la Sixtine, peint en 4 ans dans des conditions atroces, racontait la Genèse avec une puissance dramatique inégalée. Mais Michel-Ange était aussi un homme profondément tourmenté, obsédé par la perfection inaccessible, insatisfait de ses propres œuvres. Il détruisit des sculptures qu'il jugeait imparfaites. Il se disputait avec ses mécènes, les papes Jules II et Clément VII, refusant de se soumettre à leurs caprices. Il incarnait l'idéal de l'artiste solitaire, génial, indépendant, créant non pour plaire, mais pour exprimer une vision intérieure. Léonard de Vinci représentait un autre idéal Renaissance, l'homme universel. Peintre incomparable, il était aussi ingénieur, anatomiste, mathématicien, musicien. Ses carnets, remplis de croquis et de notes en écriture inversée, montrent un esprit insatiablement curieux, explorant tous les domaines du savoir. Il disséquait des cadavres pour comprendre l'anatomie, dessinait des machines volantes, concevait des fortifications, étudiait le mouvement de l'eau. Ses peintures, relativement peu nombreuses, car il laissait souvent ses œuvres inachevées, atteignaient une perfection technique et psychologique extraordinaire. La scène, fresque du réfectoire de Santa Maria del Grassi à Milan, capturait le moment où Jésus annonce sa trahison, chaque apôtre réagissant différemment, les émotions lisibles sur leur visage. La Joconde, portrait d'une femme à l'identité incertaine, fascinée par son sourire énigmatique, son regard qui semble suivre le spectateur. Raphaël. Sanzio, plus jeune que Léonard et Michel-Ange, synthétisa leurs innovations dans un style harmonieux, équilibré, d'une beauté sereine. Ses madones irradiaient douceur et grâce. Ses fresques du Vatican, notamment l'école d'Athènes, montrant tous les philosophes antiques réunis dans un débat idéal, incarnaient l'humanisme Renaissance. Quand il mourut à 37 ans, Rome entière pleura. Ces génies ne travaillaient pas dans l'isolement. Florence comptait des centaines de peintres, sculpteurs, architectes, orfèvres talentueux. Les ateliers d'artistes étaient des centres de formation où maîtres et apprentis collaboraient. Verrocchio forma Léonard. Ghirlandaio forma Michel-Ange. Les techniques se transmettaient, s'affinaient. La perspective mathématique,
découverte par Brunelleschi, permettait de créer l'illusion de profondeur sur une surface plane. Le sfumato de Léonard adoucissait les contours. Le contrapposto donnait l'impression de mouvement aux sculptures. Mais la Renaissance ne se limitait pas aux arts visuels. En littérature, Machiavel écrivit « Le Prince », traité cynique sur le pouvoir qui scandalisait par sa franchise. Il affirmait que le prince devait être renard et lion, rusé et féroce, que la fin justifiait les moyens, que l'apparence de vertu importait plus que la vertu elle-même. Cette pensée politique réaliste, débarrassée de la morale chrétienne, choquait mais influençait profondément les gouvernants. L'Arioste composa l'Orlando Furioso, épopée chevaleresque débordante d'aventures, d'amour, de magie. Le Tasse écrivit la Jérusalem délivrée, récit épique de la première croisade. Ses œuvres montraient que l'italien vernaculaire pouvait rivaliser avec le latin, qu'une littérature nationale italienne existait, aussi riche que les littératures antiques. En architecture, Brunelleschi construisit le dôme de la cathédrale de Florence, prouesse d'ingénierie qui semblait défier la gravité. Alberti théorisa les principes de l'architecture classique dans son De Re Aedificatoria. Bramante conçut les plans de la nouvelle basilique Saint-Pierre à Rome. Palladio, au XVIe siècle, dessina des villas vénitiennes dont les proportions harmonieuses influenceraient l'architecture mondiale pendant des siècles. Mais pendant que Florence brillait culturellement, l'Italie restait politiquement fragmentée et vulnérable. Le royaume de Naples au sud, les États pontificaux au centre, Florence, Venise, Milan au nord, se livraient à des guerres incessantes. Ils s'alliaient, trahissaient leurs alliances, changeaient de camp selon leurs intérêts immédiats. Cette instabilité chronique laissait l'Italie faible face aux grandes monarchies consolidées qui émergeaient en France et en Espagne. En 1494, le roi de France Charles VIII descendit en Italie avec une armée moderne équipée d'artillerie lourde. Les fortifications médiévales italiennes s'effondraient sous les boulets de canon. Charles conquit Naples en quelques mois. Les Italiens, horrifiés, comprirent qu'une nouvelle ère de guerre commençait, une ère où les condottieri italiens, avec leur tactique prudente, ne pouvaient rivaliser avec les armées nationales étrangères. Pendant 60 ans, de 1494 à 1559, l'Italie devint le champ de bataille où la France et l'Espagne s'affrontaient pour l'hégémonie européenne. Les armées françaises, espagnoles, impériales, suisses ravageaient la péninsule. Rome fut saccagée en 1527 par des mercenaires impériaux incontrôlés. Florence résista héroïquement à un siège en 1529-30 avant de retomber sous contrôle médicéen, cette fois comme duché héréditaire, plus comme république. Le traité de Cato Cambrésis, en 1559, établit la domination espagnole sur l'Italie. L'Espagne contrôlait directement Milan, Naples, la Sicile, la Sardaigne. Le reste de l'Italie, sauf Venise et les États pontificaux, tombait sous influence espagnole. Les Médicis à Florence, les Este à Ferrare, les Gonzague à Mantoue, gouvernaient comme vassaux de Madrid. L'indépendance politique italienne avait cessé d'exister. Cette domination étrangère dura près de 3 siècles. L'Italie stagnait économiquement, déclinait politiquement, se fermait intellectuellement. La contre-réforme, réponse catholique à la réforme protestante, imposait une orthodoxie stricte. L'Inquisition poursuivait les hérétiques. Giordano Bruno fut brûlé vif à Rome en 1600 pour avoir enseigné que l'univers était infini. Galilée fut forcé d'abjurer sa théorie héliocentrique en 1633.
passant le reste de sa vie en résidence surveillée. Les cours italiennes devenaient provinciales, imitant l'Espagne ou la France. L'esprit d'innovation qui avait caractérisé la Renaissance se perdait. Les artistes baroques créaient des œuvres spectaculaires, mais souvent théâtrales, destinées à impressionner plutôt qu'à émouvoir ou faire réfléchir. Le Caravage, avec son réalisme brutal et son clair-obscur dramatique, était une exception brillante dans une époque de décadence artistique. Venise seule conservait son indépendance et une certaine vitalité. La Sérénissime République, comme elle s'appelait pompeusement, avait perdu ses possessions orientales face aux Ottomans, mais restait une puissance maritime respectable. Ses patriciens gouvernaient avec une stabilité remarquable. Ses peintres, Titien, Tintoret, Véronèse, créaient des œuvres d'une richesse chromatique éblouissante. Ses imprimeries publiaient livres et partitions. Vivaldi composait ses concertos. Goldoni écrivait ses comédies. Venise au XVIIIe siècle était une ville de plaisir, de carnaval, de théâtre, consciente que sa grandeur appartenait au passé, mais déterminée à en jouir jusqu'au bout. En 1789, la Révolution française éclata, bouleversant l'ordre européen. Les idées révolutionnaires, liberté, égalité, fraternité, souveraineté populaire, trouvaient un écho en Italie. Des patriotes italiens rêvaient d'une Italie libre, unifiée, débarrassée des tyrans locaux et des occupants étrangers. Mais ces rêves semblaient utopiques dans une Italie fragmentée depuis des siècles. Napoléon Bonaparte changea tout. Jeune général corse, donc techniquement italien bien qu'élevé en français, il descendit en Italie en 1796 à la tête de l'armée d'Italie. Il vainquit les Autrichiens, chassa les souverains locaux, établit des républiques sœurs de la République française. La République cisalpine remplaçait les duchés du Nord. La République parthénopéenne était proclamée à Naples. Même Rome, brièvement, devint république après que le pape eut fui. Ces républiques jacobines ne durèrent pas. Quand Napoléon partit pour l'Égypte, les puissances réactionnaires les écrasèrent dans un bain de sang. Mais Napoléon revint, devint premier consul, puis empereur. Il reconquit l'Italie, cette fois, l'intégrant directement à son empire. Le royaume d'Italie, avec Milan pour capitale, et Napoléon lui-même comme roi couronné de la couronne de fer lombarde, regroupaient le nord. Rome était annexée à l'Empire français. Naples allait à Murat, beau-frère de Napoléon. Pour la première fois depuis la chute de Rome, presque toute l'Italie était unifiée sous un seul gouvernement. Certes, c'était un gouvernement français, mais il apportait le code civil, l'égalité juridique, l'abolition des privilèges féodaux. Les Italiens découvraient qu'un État moderne efficace pouvait exister, qu'il n'était pas condamné à la fragmentation éternelle. Quand Napoléon tomba en 1814, cette leçon n'était pas oubliée. Le Congrès de Vienne restaura l'ancien ordre. L'Autriche récupérait directement la Lombardie-Vénétie. Les Bourbons revenaient à Naples. Le pape récupérait ses États. Les petits ducs étaient restaurés. Metternich, chancelier autrichien, déclarait que l'Italie n'était qu'une expression géographique, pas une nation. Il avait tort. Une conscience nationale italienne avait germé, nourrie par les souvenirs de l'époque napoléonienne et par le romantisme qui exaltait les identités nationales. Des sociétés secrètes, notamment les Carbonari, complotaient contre les régimes restaurés. En 1820 et 1831, des insurrections éclatèrent à Naples, en Piémont, en Romagne, en Émilie. Toutes furent écrasées par l'Autriche. Les patriotes survivants s'exilaient à Paris ou à Londres,
complotant pour le prochain soulèvement, se disputant sur la forme que devrait prendre l'Italie unifiée, république ou monarchie, État unitaire ou fédération? Giuseppe Mazzini, visionnaire républicain, fondait Jeune Italie en 1831. Il prêchait l'unité italienne comme mission morale, presque religieuse. L'Italie devait renaître pour accomplir une mission civilisatrice, héritière de Rome et de la Renaissance. Ses écrits enflammés inspiraient des générations de patriotes, mais ses insurrections échouaient systématiquement. Mazzini était un penseur, pas un homme d'action. Giuseppe Garibaldi, en revanche, était l'homme d'action par excellence. Marin génois, il avait combattu en Amérique du Sud pour l'indépendance de l'Uruguay et du Brésil, acquérant une réputation de guerrier intrépide. En 1848, quand la Révolution éclata dans toute l'Europe, Garibaldi rentra en Italie pour combattre les Autrichiens. Il défendit héroïquement la République romaine en 1849 contre les armées françaises venues restaurer le pape. Mais 1848 fut un échec en Italie comme partout. Charles Albert, roi du Piémont-Sardaigne, avait déclaré la guerre à l'Autriche, espérant unifier l'Italie du Nord sous sa couronne. Il fut vaincu à Custoza et Novare. Il abdiqua en faveur de son fils Victor Emmanuel II. Venise, qui s'était révoltée contre l'Autriche et proclamé la République, résista héroïquement pendant 17 mois avant de capituler, affamée et bombardée. La réaction triomphait partout. Pourtant, une leçon émergeait de cet échec. L'unité italienne ne viendrait pas d'insurrection populaire ou républicaine. Elle viendrait d'une monarchie assez forte pour affronter l'Autriche. Le Piémont-Sardaigne était le seul État italien indépendant doté d'une armée moderne. Son nouveau Premier ministre, Camillo Benso di Cavour, comprit qu'il fallait jouer la carte de la diplomatie internationale. Cavour était un aristocrate libéral, admirateur de l'Angleterre et de la France. Il modernisa le Piémont, construisant chemins de fer et industrie, libéralisant l'économie, garantissant les libertés constitutionnelles. Il fit du Piémont le modèle d'un État italien moderne. Puis il chercha des alliés contre l'Autriche. En 1859, il persuada Napoléon III d'intervenir. En échange de Nice et de la Savoie, la France aiderait le Piémont à chasser l'Autriche de Lombardie. La guerre de 1859 fut brève et victorieuse. Les armées franco-piémontaises vainquirent les Autrichiens à Magenta et Solferino. Mais Napoléon III, effrayé par les coups humains et diplomatiques, signa prématurément la paix de Villafranca. Le Piémont obtenait la Lombardie, mais pas la Vénétie. Cavour, furieux, démissionna temporairement. Mais la dynamique était lancée. Des insurrections éclataient dans les duchés de Toscane, Modène, Parme et dans les légations pontificales. Les populations votaient par plébiscite leur rattachement au Piémont. Cavour, revenu au pouvoir, acceptait ces annexions. L'Italie centrale rejoignait le royaume piémontais. Il ne manquait plus que le sud et Rome. C'est alors que Garibaldi réalisa son exploit le plus audacieux. En mai 1860, avec seulement 1000 volontaires, les fameux chemises rouges, il débarqua en Sicile. Il promettait aux paysans siciliens la redistribution des terres, aux libéraux une constitution. Il vainquit miraculeusement l'armée napolitaine, beaucoup plus nombreuse mais démoralisée. En 3 mois, il conquit toute la Sicile et traversa en Italie continentale, remontant vers Naples. Le royaume des 2 Siciles, l'un des plus grands États d'Europe, avec ses 9 millions d'habitants, s'effondrait comme un château de cartes. Le jeune roi François II fuyait. Garibaldi entrait triomphalement à Naples en septembre. Il comptait marcher sur Rome
pour achever l'unification. Mais Cavour, inquiet qu'une révolution garibaldienne ne menace la monarchie et n'alarme les puissances européennes, envoya l'armée piémontaise vers le sud. Les troupes piémontaises envahirent les États pontificaux, évitant soigneusement Rome elle-même pour ne pas provoquer la France qui protégeait le pape. Elles avançaient vers Naples pour rencontrer Garibaldi. À Teano, le 26 octobre 1860, eut lieu la rencontre historique. Garibaldi, le républicain, le révolutionnaire, salua Victor Emmanuel II comme roi d'Italie, lui remettant ses conquêtes. C'était un geste de sacrifice patriotique, renonçant à ses idéaux républicains pour l'unité italienne. Le 17 mars 1861, le royaume d'Italie fut proclamé. Victor Emmanuel II, par la grâce de Dieu et par la volonté de la nation, devenait roi d'Italie. La capitale était Turin, provisoirement, car Rome, encore aux mains du pape, devait être la capitale naturelle. Cavour, artisan de l'unification, mourut 3 mois plus tard, épuisé. Il avait accompli son rêve, mais l'Italie qu'il laissait était incomplète et fragile. Venise restait autrichienne, Rome restait pontificale, gardée par des troupes françaises. Et surtout, l'Italie unifiée était profondément divisée. Le Nord industrialisé et alphabétisé regardait avec mépris le Sud agraire et illettré. Les Piémontais imposaient leur administration, leur système légal, leur dialecte aux autres régions. Beaucoup d'Italiens ne parlaient même pas italien, seulement leurs dialectes locaux incompréhensibles les uns aux autres. Un patriote piémontais, Massimo d'Azeglio, aurait déclaré « Nous avons fait l'Italie, maintenant il faut faire les Italiens ». C'était le défi du nouveau royaume. Comment transformer des Siciliens, des Toscans, des Vénitiens, des Piémontais en Italiens? Comment créer une identité nationale là où existaient des identités régionales millénaires? Le système scolaire, l'armée, les chemins de fer, les télégraphes contribueraient lentement à cette unification culturelle. Mais le processus prendrait des générations. En 1866, l'Italie s'allia avec la Prusse contre l'Autriche. Bien que l'armée italienne fût vaincue à Custoza et Lissa, la victoire prussienne força l'Autriche à céder la Vénétie. Venise rejoignait enfin l'Italie. En 1870, quand la France retira ses troupes de Rome pour combattre la Prusse, l'armée italienne entra dans la ville éternelle. Le pape Pie IX se déclara prisonnier au Vatican, refusant de reconnaître le royaume italien. Mais Rome devenait la capitale de l'Italie. L'unification était achevée, du moins territorialement. Les frontières de 1870 resteraient essentiellement stables jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais l'Italie devait maintenant affronter ses problèmes internes. La pauvreté écrasante du Mezzogiorno, le brigandage endémique, l'analphabétisme massif, les tensions entre l'État et l'Église, entre conservateurs et libéraux, entre monarchistes et républicains. Pourquoi racontons-nous encore cette histoire millénaire? Peut-être parce qu'elle nous rappelle que l'unité nationale n'est jamais évidente, jamais naturelle. L'Italie a été fragmentée pendant 13 siècles après la chute de Rome. Elle aurait pu le rester indéfiniment. Rien ne garantissait qu'une nation italienne émergerait. Il a fallu la vision de Mazzini, le génie politique de Cavour, l'héroïsme de Garibaldi et les hasards de la diplomatie européenne pour que l'Italie se fasse enfin. Cette histoire nous rappelle aussi l'importance de la culture commune. Dante, Pétrarque, Boccace avaient créé une langue littéraire italienne au XIVe siècle. La Renaissance avait montré que les Italiens, malgré leurs divisions politiques, partageaient un patrimoine artistique et intellectuel. Ces liens culturels
rendait l'idée d'une nation italienne pensable, même quand elle semblait politiquement impossible. Elle nous rappelle que les nations se construisent par la violence autant que par la culture. Les guerres contre l'Autriche, l'expédition de Garibaldi, la répression du brigandage méridional, tout cela a coûté des dizaines de milliers de vies. L'unification italienne n'a pas été une marche triomphale vers la liberté. Elle a été un processus sanglant, ambigu, laissant des blessures qui ne se sont jamais complètement cicatrisées. Mais peut-être racontons-nous cette histoire simplement pour sa beauté dramatique. Le spectacle de Rome passant de modeste village à empire mondial, puis s'effondrant et renaissant culturellement à la Renaissance. La tragédie d'une nation fragmentée pendant des siècles, ces villes républiques brillantes mais incapables de s'unir. L'épopée romantique du Risorgimento avec ses héros flamboyants, ses conspirations, ses batailles, ses triomphes et ses déceptions. L'ironie d'une unification réalisée par une monarchie conservatrice plutôt que par des révolutionnaires républicains. Et maintenant, alors que ce long récit touche à sa fin, peut-être sentez-vous vos paupières s'alourdir. Les empereurs romains, les doges vénitiens, les princes de la Renaissance, les patriotes du Risorgimento, tous retournent dans le passé d'où ils viennent. L'Italie qu'ils ont bâtie, tour après tour, siècle après siècle, existe toujours, transformée, méconnaissable, mais portant encore les traces de ces 3000 ans d'histoire. Les ruines romaines, les palais Renaissance, les monuments du Risorgimento témoignent de ce voyage immense d'un village sur 7 collines jusqu'à une nation moderne. Fermez les yeux. Laissez ces images du passé s'estomper doucement dans votre esprit et dormez bien. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.